Voilà, bonjour à toutes et à tous, bonjour. Donc, alors nous passons au morceau de choix de ce débat, Madame Andrea Lidsom, secrétaire économique au Trésor. Bon, alors elle est en fonction, hein. Elle est là, c'est une banquière. Elle connaît très bien le métier, elle connaît très bien la façon de réglementer la banque sans toucher au principal, c'est-à-dire sans toucher à l'émission monétaire par le crédit, et donc elle est extrêmement brillante, extrêmement politique, vraiment politique, quoi. Alors, écoutez bien comment ça commence. D'abord, d'entrée, elle prend le pouvoir. Comment fait-elle pour prendre le pouvoir? Eh bien, d'abord, elle distribue les notes. Elle fait la maîtresse d'école. Le pouvoir, ça vient de la famille, évidemment, d'un père autoritaire ou d'une mère qui donne des ordres, mais c'est continué, ça vient aussi de l'école, bien sûr. La maîtresse d'école ou le maître d'école, c'est le sommet de la pyramide. On obéit, on se met en rang, on fait ce qu'il faut faire. On apprend ses leçons et on exécute. Et donc elle se pose immédiatement en maîtresse d'école, c'est-à-dire elle distribue les bons points et les mauvais points. Comment on fait ça ? Comment on fait ça dans une assemblée où il n'y a que des politiciens, où on est au cœur du pouvoir dans un pays, un des plus grands pays du monde? Eh ben c'est très simple. On fait la même chose, on utilise les mêmes techniques de manipulation que connaissent par cœur tous les manipulateurs, tous les vendeurs, tous les commerciaux, tous les manipulateurs pervers, etc. Alors elle commence en disant « c'est un débat ». C'est pas un bon débat, c'est pas un grand débat, c'est un débat fascinant. Et donc elle dit, nous devons discuter de ce que nous pouvons faire pour améliorer ce que nous avons, ou peut-être de décider si nous devons tout jeter et repartir à zéro. Et là, son argument, il est impossible à réfuter. Parce que quand tu as un système qui génère des inégalités monstrueuses dans l'économie, qui génère des guerres, qui génère des conflits sociaux, personnels, familiaux, internationaux, quand tu as un système qui génère des inégalités grandissantes, qui oblige tout le monde à piller la planète, et que tu veux quand même le conserver, tu n'as pas le choix, tu dois faire appel à la peur. Et la peur, la plus facile à faire naître dans le cœur des humains, c'est la peur du changement, c'est la peur que les choses ne soient plus comme avant. Et là, tout jeter et recommencer à zéro, non, on peut pas. On peut pas, pourquoi ? Lisez tous les livres qui sont sortis sur la manipulation et vous verrez que il y a quelque chose qui est très important pour l'être humain, c'est la notion d'engagement. Quand on a commencé à faire quelque chose, il nous est très difficile de changer de voie. Il nous est très difficile, par exemple, tout bêtement, quand on attend l'autobus depuis 10 minutes, il nous est très difficile de quitter l'arrêt de bus et de partir à pied, ou de faire autre chose. On a déjà investi dans le fait d'attendre le bus, et donc on continue à attendre le bus. Quand on est dans une relation qui ne fonctionne pas, on met très longtemps à partir, on met très longtemps à casser la relation. Pourquoi ? Parce que on a investi beaucoup de choses, beaucoup de temps, beaucoup d'émotions dans la relation. Donc, plus la relation est solide et plus elle a duré, plus elle est difficile à rompre. Ça marche à tous les coups. Et donc, c'est un outil de manipulation extraordinaire, ça. Quand on sait que les gens n'ont pas envie que les choses changent, ça marche très très bien de leur faire peur en leur disant « Ah, ben alors à ce moment-là, si vous voulez tout changer, on recommence tout. » Et puis voilà, aussitôt, vous verrez, les gens se taisent, les gens disent « Non, j'ai pas dit ça. » Ça marche à tous les coups, c'est extraordinaire. Et alors que là, c'est vraiment... Là, on en est là. On est là. On est dans un système qui va dans le mur, qui détruit la planète et qui détruit la société. Ben non, c'est pas... On va peut-être quand même essayer de le sauver, de le conserver. Il y a peut-être quelque chose de bien. Voilà. Donc elle va se concentrer pour montrer ce qu'il y a de bien et ce qu'il faut conserver, et elle va se battre contre le fait de tout remettre à plat, de tout remettre à zéro. Alors, elle félicite
Monsieur Steve Baker, qui a pris la parole en premier, qui fait partie du comité restreint au Trésor, dont elle a eu l'honneur elle-même de faire partie pendant 4 ans. Il a pris sa place quand elle est partie. Alors elle lui dit, mais alors ça c'est archi gonflé, écoutez bien, elle lui dit... toutes les idées nouvelles que vous nous avez expliquées, que vous nous avez exprimées, je suis sûr qu'elles seront les bienvenues dans le comité du Trésor et dans beaucoup d'autres comités. Je vous souhaite bonne chance là-dessus. Alors ça, c'est à la base, c'est du foutage de gueule. Mais c'est exprimé sans la moindre trace d'ironie. Et la flatterie évidente, elle est exprimée, je dirais presque avec sincérité. Donc, ça passe tout seul. L'autre, il mord à l'hameçon et il lui dit, je vous réponds en vous disant, je suis très heureux d'avoir pris votre place dans ce comité et je vous félicite pour votre promotion. C'est le dialogue. Le dialogue marche comme ça entre des gens comme ça. Voilà. On n'y peut rien, c'est comme ça. Alors après, elle félicite Monsieur Lilly, Peter Lilly, qui dit, alors là, c'est pareil, elle est gonflée. Elle lui dit, je vous remercie, je vous rends hommage pour l'explication fantastique que vous nous avez faite, et je recommanderais à n'importe qui, je vous l'ai dit dans la traduction simultanée déjà, si vous avez regardé la vidéo en entier, je recommanderais à quiconque veut comprendre la monnaie, comment est créée la monnaie, d'écouter vos explications. Et elle ajoute, je vous conseillerais même de faire de l'éducation financière dans les écoles. Alors ça c'est gonflé, parce que c'est pareil, c'est du foutage de gueule. Elle se moque de lui, Vous imaginez, le mec, il est député, et elle lui dit, vous devriez aller donner des cours pour les enfants dans les écoles, ce serait bien. C'est grave, quoi, c'est grave. Et pourtant, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas d'ironie, donc ça passe. Ah, c'est fabuleux, moi, je suis épaté, quoi, c'est magnifique. Alors elle continue, pas gênée, en disant, bon, c'est vrai que ça a été un désastre. La réglementation qui était en place en 2006-2007, ça n'a absolument pas pu éviter la crise, c'est impossible. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses à changer, très certainement. Elle félicite aussi, elle rend hommage à Monsieur Mitcher pour nous avoir bien expliqué la position de Positive Money, la monnaie souveraine, c'est-à-dire qu'il y ait seulement de la monnaie de base dans l'économie, que les banques ne créent plus la monnaie par le crédit, voilà, que tout devienne de la monnaie de base, garantie à 100%. Et donc elle dit, c'est certainement une idée qui mérite d'y penser, et je vais en parler justement. Donc là, on est vraiment dans la manipulation perverse, c'est « mais regarde comme tu es belle, mais tu as oublié de faire la vaisselle quand même, hein ?» C'est ça, on en est là, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est ces gens-là, c'est elle qui est au pouvoir, quoi. Alors, attention, je continue. Bon, il y a quand même après des arguments, quelques vagues arguments, mais c'est juste sous forme de questions. Elle pose des questions. Alors ça, c'est une des techniques favorites, c'est pour semer le doute. C'est-à-dire, quand on n'a pas d'argument, on pose une question sans donner la réponse, sans donner l'argument. Ça marche super bien. Alors, donc voilà, elle félicite Monsieur Mitcher, et puis alors après, elle dit... Ça, c'est fabuleux aussi, maîtresse d'école. Elle dit, la création monétaire, c'est quelque chose d'important, de très complexe, qui est souvent mal compris. Et elle dit, mais c'est texto, hein. Elle dit, par conséquent, je vais rapidement expliquer comment le système fonctionne vraiment. Et là, on est coincé. Là, on est coincé, puisque c'est elle qui a pris la parole, elle a reconnu que c'était compliqué, et elle va expliquer comment ça marche, quoi. Alors elle dit d'abord, il y a des limites à la quantité de monnaie qui peut être créée. Et alors, qu'est-ce que vous allez imaginer qu'elle va dire? Elle va dire, comme les autres, quoi, le taux de réserve, 1%, enfin 0% quasiment en Angleterre. Elle va dire la quantité de... Non, elle dit pas ça. Écoutez bien, c'est fantastique. Elle dit, les banques
bien évidemment, ne vont pas créer de la monnaie, à moins qu'elles soient sûres qu'une nouvelle valeur soit créée à l'occasion de cette création de monnaie, qui permettra au prêt d'être remboursé. C'est-à-dire que le banquier ne prête que s'il est sûr qu'il va y avoir de la création de valeur qui va permettre de rembourser le prêt. Ça s'appelle la technique de la fausse piste en manipulation. C'est-à-dire que on donne quelque chose on donne un argument qui n'a rien à voir ni avec la réalité, ni avec la façon de soutenir l'argument. Parce que, en réalité, quand une banque prête, c'est parce qu'elle a une garantie en échange. Elle a quelque chose qu'elle va pouvoir mettre à son actif. Alors, si c'est une garantie, si c'est une reconnaissance de dette par un client, la reconnaissance de dette, elle n'est pas garantie par les futurs salaires de l'emprunteur. Elle est garantie par la maison que l'emprunteur achète. Enfin, c'est quoi une garantie hypothécaire? C'est si vous perdez votre job, si vous perdez votre salaire, si l'assurance ne paye pas, je récupère la maison. C'est ça une garantie hypothécaire. C'est ce qui s'est passé à la crise des subprimes aux États-Unis. On prête à n'importe qui, on s'en fout, puisque les prix montent, on revend la maison et on récupère l'argent qu'on a émis. Et la maison. Donc c'est vraiment une fausse piste, quoi. Alors elle dit après, bon, il y a des régulations prudentielles, il y a des sécurités, etc. Et là, on s'est bien aperçu, dit-elle, pendant la crise, lors de la crise de 2007-2008, que les systèmes de régulation n'étaient absolument pas adaptés. Et elle dit, alors pareil, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et pourtant, si c'est la réalité, c'est que on ne savait pas, elle dit, on ne sait pas qui était responsable. Les régulateurs se regardaient les uns les autres sans savoir qui avait fait une bêtise. Et donc, peut-être qu'ils faisaient ça, mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'est pas que les régulateurs avaient pas mis en place les bonnes régulations. Le problème, c'est que les banques avaient créé du crédit sans limite. Ah, bon Dieu, mais... C'est difficile à chaque fois de ramener à la réalité, de ramener à chaque fois à ce qui se passe vraiment, quoi. Alors elle dit, là elle est partie après, donc il faut changer, il faut avoir une meilleure culture bancaire. Voilà, il ne faut pas que les gens passent leur temps à détourner les règles, il ne faut pas qu'il y ait des tensions entre ce qui est bon pour l'entreprise et ce qui est bon pour le client, et il faut que les règles soient respectées. Bon, voilà. Ça veut rien dire, mais bon, ça fait bien, ouais. Alors, si un jour je ferai de la politique, faut que je me souvienne de ces techniques-là, parce que ça marche à tous les coups, quoi. Alors, ensuite, alors là, elle emploie une technique que les rois employaient d'ailleurs, c'est le nous de majesté. C'est-à-dire que nous sommes le roi, nous prenons les décisions. Comme s'il y avait plein de monde autour, tu sais. Et donc elle dit... ce que nous faisons pour changer les règles et la culture bancaire, et c'est pourquoi nous ne croyons pas que la bonne solution, c'est de remplacer totalement le système courant par autre chose, comme par exemple un système de monnaie souveraine. Et donc le nous, ça donne aussitôt... Ça grandit le personnage, ça donne, c'est-à-dire il y a du monde derrière, et donc ça donne ce que les analystes de la manipulation appellent un argument d'autorité, c'est-à-dire sans même avoir besoin de citer des sources qui confirmeraient ça. D'ailleurs, c'est une affirmation gratuite, voilà, c'est pas la bonne solution, bon, d'accord. Et donc, sans avoir besoin de citer qui que ce soit, on a l'autorité. On a l'argument d'autorité, c'est magnifique, c'est très très fort. Alors, dans une monnaie souveraine, dit-elle, ce serait l'État et pas les banques qui créeraient la nouvelle monnaie. Et là, elle dit tout de suite exactement le contraire. Ce serait, dit-elle, la banque centrale par un comité qui donnerait la monnaie au gouvernement. Donc, bon, c'est pas le gouvernement qui crée la monnaie, c'est la banque centrale par un comité. Mais bon, c'est pas grave. Elle fait peur. Parce qu'elle, bon, évidemment, c'est pas une étatiste, hein, c'est une libérale, donc le moins il y a d'État, mieux ça vaut. Donc si on redonne le pouvoir de créer la monnaie à l'État, c'est la Russie, quoi, c'est le Gosplan. Alors, après, elle va poser des questions, et elle va dire, par exemple, des questions sans réponse, hein, juste pour semer le doute. C'est une technique qui fonctionne très bien. Combien de monnaies
va bien pouvoir décider de créer ce comité pour atteindre les cibles d'inflation et nourrir l'économie. Combien de monnaie ce comité va-t-il décider d'attribuer à l'économie? Mais attendez, il y a un comité monétaire en ce moment qui décide des taux d'intérêt. Et la manipulation d'intérêt, elle est destinée, en théorie, ça marche pas, mais elle est destinée à manipuler la quantité de monnaie dans l'économie. Si on baisse les taux d'intérêt, c'est pour que les gens empruntent plus, pour qu'il y ait plus de monnaie. Si on augmente les taux d'intérêt, c'est pour que les gens empruntent moins, pour qu'il y ait moins de monnaie. Donc, si ces outils-là fonctionnent, si au bout du compte, c'est la masse monétaire qu'on essaye de contrôler, comment peut-on dire qu'un comité ne saura pas comment contrôler la masse monétaire s'il a la main directement sur la masse monétaire, sans l'outil du taux d'intérêt? Ça tient pas debout, mais ça marche, ça sème le doute. Alors elle dit ensuite, si les banques centrales ont le pouvoir de financer les politiques du gouvernement, qu'est-ce que ça signifie pour la fiscalité? Qu'est-ce que ça signifie pour la crédibilité de la fiscalité? Et si les gouvernements veulent emprunter sur les marchés financiers, comment ils feront? S'ils n'ont pas assez, comment ils feront? Alors d'abord, on peut répondre à ça que le gouvernement ne crée pas la monnaie directement, justement. C'est un corps intermédiaire entre la banque et l'État qui décide selon les objectifs d'inflation, hein, tout comme la Banque centrale. Ça ne change pas grand-chose finalement. Ça change juste que la totalité de la population ne sera pas endettée. Voilà. Bon, évidemment, ça serait mieux de donner à chacun sa part de monnaie. Vous connaissez mon obsession, mais bon, là, ils en sont là. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas. Alors, Positive Money, à une époque, ils ont dit dans leur bouquin qu'on peut donner la responsabilité de la création monétaire à un comité monétaire, ou on peut aussi répartir la monnaie équitablement entre tous les citoyens. Mais là, bon, ils en parlent plus, parce que dans le milieu où ils sont maintenant, c'est même pas la peine. Parce que ces gens-là veulent décider à la place des autres, quoi. Ils veulent le pouvoir, ils veulent surtout pas que les gens puissent décider eux-mêmes de ce qu'ils vont faire, parce que la première chose qu'ils feraient, c'est de les supprimer, de les remettre à bosser à des boulots utiles. Donc, on s'apercevrait qu'ils servent à rien. Donc effectivement, c'est normal qu'ils se défendent. Alors, en ce moment, bon, c'est les banques privées qui créent la monnaie. Et depuis 40 ans, les banques privées créent environ entre 11 et 12% de monnaie par an. Donc c'est très bien pour les marchés financiers, c'est très bien pour faire monter les bulles immobilières, mais ça va pas du tout pour l'économie réelle. Il y a beaucoup trop de création monétaire, et en même temps il y en a pas assez pour l'économie réelle, donc ça tient pas debout. Alors que avec un système où la monnaie est distribuée harmonieusement dans l'économie, et surtout où elle n'est plus distribuée par le crédit, donc il n'y a pas besoin d'emprunter tout le temps pour payer les intérêts d'avant, il n'y a plus de crise. La source des cycles économiques, de ce qu'on appelle les cycles économiques, est supprimée. La source des cycles économiques, c'est que quand il y a des booms économiques, les banques prêtent plus. Et quand il y a des récessions, les banques prêtent moins. Donc forcément, c'est le contraire qui est contracyclique. Quand il y a un réchauffement économique, on peut réduire la quantité de monnaie, ou en tout cas arrêter de la faire grossir. Et quand il y a une récession, on peut relancer un peu de monnaie pour aplatir la récession. Et on arrive à des cycles qui seraient complètement plats. Et donc évidemment, pour les gouvernements, en fait, ce serait génial, hein, une monnaie souveraine ou une monnaie plus équilibrée, parce que la monnaie de ce gouvernement-là, de ce pays-là, aurait une stabilité extraordinaire. Et ce pays-là échapperait aux crises nationales. Donc ça serait... Et puis en plus, il y aurait une transparence au niveau de la création monétaire, alors qu'en ce moment, on ne sait pas combien de monnaie est créée, ou on le sait très mal. Aux États-Unis, les statistiques sont quasiment pas disponibles sur la masse monétaire. Et on ne sait pas où elle va. Bon, parce que c'est des décisions microéconomiques. Alors elle dit ensuite, bon, ça c'est la question bateau, comment on fait pour faire un crédit, pour prendre un crédit à ce moment-là? Voilà, si les banques créent plus d'argent par le crédit, où est-ce qu'on trouve de l'argent? Alors évidemment, les banques, elles pourraient toujours donner du crédit aux gens. Le seul truc, c'est qu'elles seraient obligées d'attirer des dépôts pour avoir le droit de prêter à des emprunteurs. Voilà, c'est tout. Elles reprendraient le métier que tout le monde croit qu'elles font. Point final. Voilà. Et puis bon, peut-être que ça éviterait que les banques créent de la monnaie à tire-larigot dans l'immobilier, et que les prix des maisons augmentent de 10, 15, 20% par an dans les grandes villes, et que les jeunes soient dans l'incapacité absolue, même avec 2 salaires, de s'acheter quoi que ce soit. Voilà, peut-être que ça éviterait ça. Non.
Bon, évidemment, après, pour les petites et moyennes entreprises, apparemment, d'après les statistiques que j'ai, les petites et moyennes entreprises, elles empruntent pas tant que ça aux banques. Elles font beaucoup du business to business, de la facturage, elles utilisent leur trésorerie, etc. Il y a des monnaies complémentaires en ce moment, des systèmes monétaires plutôt, je devrais dire, qui, comme le VIR, en Suisse, on veut faire des systèmes de crédit mutuel entre les entreprises. Donc voilà, tout ça, le financement participatif, tout ça fonctionne très bien dans la mesure où il y a de la monnaie qui permet ces nouvelles répartitions. Bon. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a jamais assez de monnaie, puisque d'abord, il faut en produire quasiment le double tous les 20 ans, à raison de 3, 4 ou 5% par an. Voilà, ça double tous les 20 ans. La masse, elle bouge pas, elle reste, elle augmente. Donc, il faut tout le temps créer de la monnaie, alors que dans un système où la monnaie serait créée sans endettement, sans intérêt, évidemment, il y aurait plein d'épargne à faire circuler, il n'y aurait aucun problème pour financer ce qu'on veut. Et c'est de la monnaie libre de dette. Et c'est de la monnaie qui va directement dans le flux de la dépense, comme disait Keynes, qui va directement dans les poches des gens, si on fait un QE for the people ou un revenu de base monétaire. Donc il n'y a plus de problème. Donc pour la disponibilité du crédit, ça serait beaucoup mieux s'il n'y avait pas l'endettement permanent de l'ensemble de la société, du secteur non bancaire, quoi. Alors là, elle fait une petite objection, mais qui est ridicule. Elle dit, est-ce que le crédit ne risquerait pas de devenir pro-cyclique ? Attends, t'as envie de lui dire, mais t'as ouvert les yeux là depuis 20 ans ou quoi ? Parce que, question d'être pro-cyclique, le crédit bancaire en ce moment, ça y va, quoi. Le fait d'émettre du crédit qui fait monter l'économie, qui incite à créer du crédit, c'est ce qu'on a vu en 2008, c'est la racine de la crise. Alors peut-être qu'elle parle d'autre chose, j'en sais rien, je sais pas, peut-être qu'elle se dit que voilà, si les gens mettent leur argent dans des comptes d'investissement, peut-être que s'il y a une récession, ils vont sortir leur épargne des comptes d'investissement et que donc ça accentuerait une récession. Voilà, je pense que ça doit être ça qu'elle veut dire. Mais bon, si tout est bien séparé, si tu as ton compte de dépôt garanti à 100% et que tu as un compte d'investissement où on te dit là, votre argent, peut-être que vous le reverrez jamais, il est prêté à quelqu'un, bon, bah, il y a des délais, il y a des échéances pour le récupérer. Tu peux pas le récupérer avant l'échéance. Donc, on prévoit à long terme ce qui se passe. Il n'y a pas de panique possible, puisque ce sont des contrats entre une banque qui a prêté votre argent. Vous savez que votre argent n'est pas disponible, puisqu'il est ailleurs. Il n'est pas à deux places en même temps. Il n'est pas à deux endroits en même temps. Donc, on a une visibilité beaucoup plus importante. Donc, ça tient pas debout, quoi. Une monnaie souveraine ou une monnaie sans dette qui devient procyclique, je vois pas comment elle a pu trouver ça. Alors maintenant, est-ce que ça n'inciterait pas à financer plutôt les ménages que les entreprises ? Attends, t'as envie de dire, mais c'est comment maintenant ? En ce moment, le seul investissement pour une banque qui est sûr à 100%, c'est un crédit hypothécaire, puisque tu prends une hypothèque sur la baraque. Donc tu risques rien. Si le truc se plante, t'as déjà l'actif, il est à toi. Je comprends pas ce qu'elle veut dire. Elle pose des questions, mais vraiment pour semer le doute, quoi, pour qu'on réponde, pour qu'on se pose des questions, pour qu'on réfléchisse et tout, pour qu'on débatte. Voilà, elle veut qu'on débatte. Oui, bon, c'est bien. Alors en plus les accords de Bâle, ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Il faut 2 fois plus de capital en fonds propres dans le bilan bancaire pour prêter à une entreprise que pour prêter sur de l'immobilier. Bah, c'est normal, parce que le collatéral sur une entreprise, ce qu'on peut saisir en cas de défaut de l'emprunteur avec des guillemets, ce qu'on peut saisir en cas de défaut a beaucoup moins de valeur pour une entreprise que pour de l'immobilier, évidemment. Donc ça, voilà, à la limite, dans un système de monnaie souveraine comme propose Positive Money, ou dans un système en tout cas de monnaie sans dette, il n'y a pas besoin d'accord de Bâle, puisque les banques ne prêtent que ce qu'elles ont déjà, que de l'argent qu'elles ont déjà en dépôt, et elles le prêtent. Et elles préviennent les clients que cet argent-là n'est plus sur leur compte à eux.
Donc voilà, il n'y a pas besoin de capital minimum pour garantir quoi que ce soit, puisque tout le monde est au courant de tout, c'est transparent. Et enfin, elle dit, enfin en avant-dernier, elle dit, alors est-ce que le fait d'empêcher les banques de créer du crédit, ça ne ferait pas émerger des banques, des shadow banks, des banques fantômes, des fausses banques, des quasi-banques, qui émettraient de la monnaie, des choses qu'on pourrait échanger pour s'en servir comme de la monnaie? Ça tient pas debout, comme argument, parce que ça veut dire que il y a des shadow banks, il y a des quasi-banques en ce moment qui émettent des instruments de crédit, mais on sait que ce sont des instruments de crédit. On ne peut pas acheter une maison avec un instrument de crédit, c'est pas possible. Il faut que ce soit monétisable, il faut que ça soit dans un système de circulation de la monnaie, et pour ça, il faut que ce soit une banque qui les ait émis, il faut que ce soit de la monnaie, monnayable. Et donc des shadow banks, il suffit de dire aux shadow banks, voilà, vous pouvez transmettre du crédit aux gens, mais vous ne pouvez pas entrer dans les systèmes de paiement de particulier à particulier. Donc vous ne pouvez pas émettre de la monnaie que les gens peuvent utiliser. Et puis, vous ne pouvez pas évidemment dire aux gens que leurs fonds sont disponibles tout le temps, alors qu'ils savent très bien que leurs fonds, puisqu'ils sont prêtés, ne sont pas disponibles. Donc, voilà, les gens, faut comprendre un peu comment ça fonctionne. Et puis enfin, elle dit, alors est-ce que créer un système totalement nouveau, qui n'a jamais été testé dans aucune économie, est-ce que ça ne serait pas prendre un risque à une époque où les gens ont besoin de stabilité? Les gens ont besoin de stabilité. Enfin, Andrea, tu soutiens, tu maintiens, tu protèges, tu essayes de faire perdurer un système qui est intrinsèquement instable. Et tu nous dis que si on le changeait, on prendrait le risque de perdre la stabilité que nous avons maintenant. Facepalm. C'est pas possible. C'est pas possible. Tous les clignotants sont au rouge en ce moment. On est dans une période d'instabilité extrême. Ça peut péter d'un moment à l'autre. Et nous sommes obligés d'emprunter encore et encore pour payer les dettes d'avant, pour payer les intérêts d'avant et pour continuer à avoir de la monnaie. Et les États sont obligés de s'endetter pour injecter un petit peu de monnaie pour que la crise soit pas trop grave. Donc on n'en sort pas, c'est impossible. J'ai plus beaucoup de batterie, si je tombe en panne, je ferai le changement vite fait. Alors, donc voilà, là on est dans une espèce de période de calme, mais c'est un petit peu comme la grande stabilité que tout le monde croyait qui était venue enfin dans le système monétaire en 2005, 2004, 2003. Voilà, on se disait, ça y est, là, les banques centrales arrivent à avoir une grande stabilité dans l'économie. Tu parles, il y avait la crise des subprimes qui était en train de monter. Alors il y a le petit Steve Baker, là, le premier, il dit non mais attendez, moi je ne suis pas pour positive monnaie, hein, je ne suis pas pour jeter le système, hein, je suis pour faire de la place, pour libérer le marché, pour qu'il y ait des monnaies alternatives, hein, attention. Hein. Et alors là, la réponse d'Andrea, c'est extraordinaire. Elle répond, je vous suis reconnaissante de nous avoir précisé ça, parce que je dois confesser que avant le débat, j'étais un peu perplexe, je vous l'ai traduit dans la grande vidéo, j'étais un peu perplexe, dit-elle, écoutez bien, c'est excellent. J'étais un peu perplexe que quelqu'un d'aussi intelligent et d'extrêmement raisonnable comme vous puisse soutenir un système de monnaie souveraine, parce que c'est une proposition extrêmement étatiste, donc je suis heureuse d'apprendre que ce n'est pas le cas. Maîtresse d'école, pouvoir, manipulation, félicitation, menace, séduction, tout y est. Tout y est. Jugement, tout y est. Alors, sa dernière remarque, là c'est un monument, un monument de... Elle dit... Si nous gardons en tête ce qui se passe en ce moment dans les comités de régulation, est-ce que si nous mettons en place un système de monnaie souveraine, nous ne risquons pas d'avoir un comité avec des hommes un peu âgés, blancs et que des hommes? Alors, elle nous parle des comités qui existent,
où elle nous dit que, si on prend cet exemple-là, et qu'on change de système, on va se retrouver avec la même chose. C'est ça le truc, quoi. C'est ça le truc, c'est... T'as le cerveau qui fume quand t'entends ça, tu crois que c'est de ta faute. C'est ça le truc. Et donc, ça tient pas debout, c'est un faux raisonnement, complètement faux. Voilà, s'il y a un truc dans un système, et le même truc dans l'autre système, ça ne change rien à la valeur relative, respective des deux systèmes. Ça ne change rien. Ça veut juste dire que s'il y a un truc qui va pas dans un système, bah vas-y, change-le, ma cocotte. T'as qu'à faire venir des noirs, des femmes et des enfants dans ton comité monétaire. Et puis il y aura pas, ça changera un petit peu. Et puis peut-être que si nous, on arrive à mettre en place une monnaie souveraine ou autre chose, eh ben peut-être qu'on n'aura pas besoin de... Peut-être qu'on mettra en place la diversité sans te demander ton avis, tu vois, hein? Bon. Oh là 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 là. Alors là, il y a une petite objection de Monsieur Meacher qui dit voilà, vous avez fait beaucoup d'objections au système que je soutiens, la monnaie souveraine, et voilà, je ne peux pas répondre au cours d'une si courte intervention, mais bon, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que le système actuel est hautement procyclique et que ça bénéficie surtout à l'immobilier et au marché financier? Alors là, oh, la réponse, elle est fabuleuse. Elle dit, je vous félicite de parler de ce sujet-là. C'est certainement, ça mérite discussion, et j'ai hâte que vous répondiez à mes objections. Et elle dit, c'est vrai que nos réponses à la crise financière étaient totalement inappropriées, et il y a des choses que nous devons faire pour améliorer les choses, sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Attention, un petit coup de... Attention, peur du changement. Engagement. Rester dans la ligne, et nous devons essayer d'améliorer ce que nous avons maintenant plutôt que de tout jeter et de recommencer à zéro. Voilà. Et elle part sur le quantitative easing. Mais non, mais c'est pas ça qu'il avait demandé, le gars. Il avait demandé, est-ce que vous ne pensez pas que le système existant est hautement procyclique et qui va surtout dans l'immobilier et dans les marchés financiers? C'est plus ça qu'il avait demandé, voyez-vous. Et ben elle répond pas. Elle répond pas. Et elle t'embrouille la tête avec un truc qui n'a rien à voir. Je vous dis, de la dentelle. C'est magnifique. Alors, le quantitative easing, bah oui, elle dit le quantitative easing, bon, c'est vrai que moi, ça me fait un souci parce qu'on se demande comment on va pouvoir le stériliser, vous savez, c'est-à-dire que, bon, la Banque centrale crée des liquidités, en échange, les banques donnent des crédits pourris, mais théoriquement, à la fin, les crédits pourris ont repris de la valeur parce que l'économie a été relancée, et donc les banques rachètent, avec l'argent du quantitative easing, rachètent leurs crédits pourris qui ne sont plus. Et donc, elle se demande quand est-ce qu'on va pouvoir faire cette opération-là, c'est-à-dire dénouer les opérations de quantitative easing. Mais au moins, on peut les dénouer, les opérations de quantitative easing, dit-elle. Alors que la monnaie par hélicoptère, une fois qu'elle est distribuée, c'est trop tard, les gens la gardent. Et donc là, est-ce que c'est pas un danger que toute cette monnaie créée par l'État, qu'on ne puisse pas la reprendre, qu'on ne puisse pas l'annuler? Ah oui, ça, c'est un danger. Et alors là, elle a une métaphore extraordinaire. Si le robinet de ma salle de bain est cassé, plutôt que d'arracher le lavabo, je vais réparer le robinet. Ça marche. Tu te dis, ouais, c'est vrai, elle a raison, hein, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, ouais, elle a raison, bah non, on ferait pas ça. Bon, sauf que là, ma cocotte, le lavabo, il est foutu, il est fêlé, tu peux le foutre en l'air, il coule de partout, le siphon en dessous, il fuit, il y a trop de flotte partout, c'est en train de faire du moisi dans toute la maison, elle devient inhabitable, on va être obligé d'aller piller une autre planète pour trouver une autre maison. C'est ça que t'es en train de faire avec ton lavabo pourri. Donc oui, il faut arracher le lavabo là aujourd'hui, tu vois. Oh là 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 là, nom de Dieu, c'est pas possible ça. Alors elle termine en disant, elle cite Martin Wolf qui a dit un jour, personne ne sait comment il faut vraiment réguler un système monétaire, on n'en sait rien, et donc elle dit, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est augmenter les ratios de levier et augmenter le capital de manière à ce que ça soit contracyclique.
Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Augmenter passer de 3 à 4% de capital, ça change absolument rien, évidemment, à l'émission de crédit et au problème. Et à la pompe à finance monstrueuse qui enrichit exponentiellement le secteur bancaire depuis 200 ans. Voilà, ça change rien. Surtout ça, faut pas en parler. Surtout ça, il faut parler de tout le reste, mais surtout pas de ça. Et là, elle parle de tout le reste maintenant. Je suis heureuse qu'il y ait des nouvelles banques. Ça va faire de la concurrence, de la diversité. Je suis heureuse qu'il y ait du crédit mutuel. C'est très bien. Ça va soulager la création monétaire. Je suis très heureuse qu'il y ait des financements supplémentaires pour les petites entreprises. Je suis heureuse que le service aux clients s'améliore dans les banques. Je suis heureuse qu'on améliore la transmission de la monnaie des banques vers leurs clients, qu'on aide les gens à emprunter pour s'acheter des maisons, qu'on fasse une banque d'investissement nationale, que les banques passent à d'autres petites banques, les gens dont elles ont décliné pour lesquels elles ont décliné un crédit, elles ont refusé un crédit. Là, maintenant, il y a une procédure d'appel pour que les gens puissent faire appel. Et ça déjà, il y a des gens qui ont pu emprunter 42 millions de plus grâce à ça. On a fait des aides pour aider les petites entreprises à accéder au financement. Tout pour garder la monnaie dette. Et rien pour en parler. Et pour changer ce système prédateur. Ah voilà, bah écoutez, elle est là, elle est de l'autre côté, elle est du côté du système qui fonctionne vachement bien pour eux, quoi. Et alors elle finit par citer Mark Carney. Alors, Mark Carney, c'est le nouveau président de la Banque centrale d'Angleterre. Il vient du Canada, ça a fait un scandale parce qu'il n'était pas anglais. Et elle le cite en disant, voilà, nous devons mettre tout en place pour faire de la recherche et de l'analyse, et nous ne devons pas avoir peur d'aller contre l'orthodoxie du système monétaire. Voilà, il faut bien tout améliorer de manière à ce que tout ça fonctionne beaucoup mieux. Mark Carney, 13 ans chez Goldman Sachs, avant de prendre la direction de la Banque d'Angleterre. Et donc nous devons considérer des alternatives, et je suis très heureuse que nous ayons cette discussion, et c'est comme ça qu'on progresse, dit-elle. Voilà, alors bon, après il y a une question de Monsieur Mitcher qui dit, alors là elle dit, oui justement, il faut qu'on discute de tout ça, des alternatives, faut aller au-delà de l'orthodoxie, c'est ce qu'elle vient de dire, hein, elle vient de citer Mark Carney. Et donc là, question de Monsieur Mitcher de tout à l'heure qui lui dit, alors moi j'ai proposé de mettre en place une commission pour examiner ces alternatives. Justement, qu'est-ce que vous en pensez? Elle répond, bah écoutez, on a déjà le comité du Trésor, on a déjà la commission Vickers, on a une commission parlementaire sur les standards bancaires, des trucs qui ne font que de la gestion du système existant. Hein. Et donc elle dit, donc la question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une commission pour examiner des alternatives, des vraies alternatives, pas pour réparer le système existant? Elle dit non, il y a déjà tout ce qu'il faut, franchement, je crois que il faut qu'on embrasse, qu'on prenne à bras le corps l'innovation, et bon, il faut se méfier un peu quand même, il faut prendre à bras le corps l'innovation, promouvoir l'innovation, mais, alors là, sa petite tirade, là, c'est magnifique. Je suis vraiment la dernière personne qu'on pourrait décrire comme une socialiste, une étatiste, mais il faut quand même que nous soyons impitoyables dans notre détermination à réglementer les nouvelles idées qui viennent à l'avant-plan. Parce que on peut être sûr que dès qu'il y aura du shadow banking, dès qu'il y aura des nouvelles idées pour les prêts, il y a des gens qui vont essayer de manipuler les autres et qui vont faire des choses frauduleuses. De qui elle parle? Alors bon, c'est magnifique. Alors, de toute façon, elle dit, le gouvernement, nous croyons que le système actuel, un petit peu modifié, amélioré, plus de compétition, plus de concurrence, eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux pour servir l'économie. Bon, attention, la réforme, c'est vital, hein, elle dit, voilà, mais sa conclusion, c'est on a besoin des banques pour prêter. Les jeunes ont besoin d'emprunter pour acheter des maisons, les entreprises ont besoin d'emprunter pour trouver des nouveaux marchés, créer de l'emploi, et donc le système que nous avons, il est très bien, il voit très loin, il permet de prendre les bonnes décisions, les banques sont des expertes, et donc c'est vraiment de ça dont nous avons grandement besoin. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? On se tait, on se met à genoux, on dit bravo. On dit bravo, il n'y a rien d'autre à dire.
Voilà, alors la petite conclusion, la petite cerise sur le gâteau, c'est Steve Baker qui l'a fait, et donc lui, il est pas mal non plus dans son genre, ils sont copains tous les deux, hein, c'est sûr, ils s'entendent bien, voilà. Et donc il dit deux petites piques en disant merci pour ce débat, c'est extraordinaire, il faut qu'on continue, etc. Et donc il parle de Monsieur Mitcher, qui était vraiment un supporter, qui soutenait vraiment la monnaie souveraine, et il dit là. Alors il dit, écoutez bien, ce qui est bien, si on met une monnaie souveraine en place, c'est que ça montre vraiment ce qui est caché, c'est que c'est l'État qui essaye de prendre le contrôle de la monnaie. Et si jamais ce système ne fonctionne pas, eh ben au moins ce sera clair qu'une économie planifiée est un échec. Ah ouais, non, mais bon, je vais pas tout répéter, hein, mais bon. Et alors il termine avec le pauvre monsieur de Grimsby, là, Austin Mitchell, qui lui a parlé du Major Douglas. Ah, le Major Douglas, on en parlera une autre fois, mais bon, c'est un ingénieur qui a parfaitement tout compris à la monnaie, qui a fait des propositions, le crédit social, qui est une forme de revenu de base monétaire, justement, qui arriverait à résoudre complètement le problème des cycles économiques, de l'endettement exponentiel, etc., vu que la monnaie serait émise sans dette. Et donc il lui dit, ah bah écoutez, peut-être vous m'avez vu sourire quand je vous ai entendu parler du Major Douglas, c'est Steve Baker qui dit ça à Austin Mitchell. Vous m'avez peut-être vu sourire quand je vous ai entendu parler du Major Douglas, mais bon, comme on le sait, Keynes a dit de lui que c'était un charlatan, hein, donc, et même un débutant, un soldat de première classe. Et voilà, et donc le top de la manipulation, c'est de tout montrer sous un côté positif. Et il dit c'est très bien, parce que ça souligne le fait que nous avons une gamme énorme d'idées à échanger. Oh, c'est magnifique. Il va être au gouvernement, lui, le prochain coup. T'es sûr qu'il va être au gouvernement. Steve Baker, retenez ce nom, c'est un bon, il sait nager. Donc, bon bah voilà, on a fini les petits gars. C'était une sacrée semaine aujourd'hui, je vais me reposer un petit peu ce week-end. Une sacrée semaine cette semaine, je vais me reposer un petit peu ce week-end. Et donc, bah voilà, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien. Et réfléchissons bien à tout ça, ça va bouger dans les mois qui viennent. On va peut-être faire un mouvement pour une réforme monétaire ou un mouvement contre la fausse monnaie. On va en parler dans les prochains mini-shows. Donc voilà, je vous laisse. Bon week-end, bonne semaine prochaine à tous. Bisous, je vous embrasse. Ciao, ciao.